Notre invité du jour est un opérateur économique ivoirien exerçant dans le domaine du tourisme et particulièrement dans la conciergerie de luxe. Après plus d'une trentaine d'années passées hors du pays, il a décidé depuis 2 ans de revenir participer au développement de la Côte d'Ivoire dans son domaine de prédilection, la conciergerie de luxe. À Assini, à Aswende, au sud-est du pays, dans le 108, entre Beaunois et Aboisseau, M. Sekou Mulder a posé ses valises. Il est en pleine rénovation d'un complexe hôtelier. Les projets sur lesquels il compte afin d'apporter sa pierre à l'édifice ivoire peinent à éclore. Pourquoi? Nous le saurons tout au long de cette émission. Téléspectateurs, bienvenue. Nous recevons M. Sekou Mulder dans Droit dans ses bottes. Monsieur Sekou Mulder, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professionnel du tourisme, vous exercez particulièrement dans la conciergerie de luxe. C'est quoi la conciergerie de luxe? La conciergerie de luxe, c'est plutôt c'est un domaine un peu très spécial parce que les hôtels font déjà la conciergerie tout court. La conciergerie de luxe, c'est donner un service un peu pointillé pour des clients très privés. La plupart des clients qui recommandent la conciergerie de luxe sont des investisseurs et un peu dans le monde du showbiz, les joueurs de foot, les stars, et aussi dans le monde un peu prisé de la politique qui, eux, quand ils appellent la conciergerie de luxe, veulent tout un service de A à Z, c'est-à-dire aller chercher le client à l'aéroport, l'amener à l'appartement qu'il a demandé ou la maison aussi qu'il a demandé. C'est aussi lui recommander certains services auxquels il ne s'attend pas. Disons, nous sommes des faiseurs de joie. C'est-à-dire que nous rendons heureux les hommes et les femmes d'affaires fortunés dans des secteurs un peu très spéciaux qui sont Saint-Tropez, Cannes, Monaco, Dubaï, Marrakech, voilà ce que c'est la conciergerie de luxe. Et c'est un domaine qui est un peu très délicat et on essaie de le développer un peu en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Vous passez 30 ans hors de la Côte d'Ivoire, votre pays. Qu'est-ce qui a motivé votre retour après cette absence? Bon, en général, nous, la diaspora, on a beaucoup de critiques. Parce qu'on dit pourquoi vous ne rentrez pas dans votre pays. Et quand on fait autant d'années sans rentrer dans son pays, et qu'on reçoit un peu des critiques, on se dit, ah, pourquoi ne pas apporter notre expérience? Voilà, vu que je parle plusieurs langues, avec les pays que j'ai visités, je me suis dit, voilà, bah, c'est ma mère qui m'a aussi un peu poussé. Hein, parce que personnellement, j'hésitais un peu de rentrer dans mon pays. Après 30 ans d'absence, j'étais un peu... j'avais une petite appréhension par rapport à ce qui s'est passé dans le pays. Et je suis rentré pour développer le tourisme, parce que le tourisme africain est inexistant à nos yeux, inexistant. Donc nous sommes rentrés, nous sommes un groupe, hein, nous sommes un consortium, je suis le seul qui soit arrivé, certains sont encore en Europe, et c'est de développer le tourisme, un tourisme de luxe, parce que pour nous, nous estimons que le luxe crée l'emploi. Et quand le luxe crée l'emploi, vous avez automatiquement le tourisme qui est développé. Donc le tourisme de luxe amène qui? C'est les paillettes, c'est le Festival de Cannes, c'est aussi le MIPIM. Quand je parle du MIPIM, c'est le marché international des professionnels de l'immobilier qui s'organise à Cannes avant le Festival de Cannes. Tu as le Energy Award qui s'organise aussi au Festival de Cannes. Et tout ce beau monde qui vient pendant comment on appelle ça? Voilà, et quand ils viennent sur la Côte d'Azur, le Grand Prix de Monaco, bon, ben, ceux-là nous sollicitent. Voilà, donc on doit les héberger, on doit les amener dans des endroits chics, on doit leur donner ce qu'on appelle une détente et être vraiment très professionnel, parce que bon, c'est un domaine qui coûte très cher, le service de luxe, donc les clients sont très exigeants dans ce secteur d'activité qui est le tourisme de luxe. Alors, vous venez en Côte d'Ivoire et vous vous installez dans le sud-est du pays, précisément à Assini. Pourquoi ce choix?
Bon, avant de m'installer à Assini, j'étais à Souindé d'abord. J'ai eu une petite mésaventure, mais bon, c'est la vie. Quand on fait 30 ans d'absence et qu'on revient, c'est sûr qu'on a des petites maladresses, on fait des petites erreurs, et ça m'a permis quand même de comprendre un peu le pays. Voilà, l'expérience, Et Assini, pourquoi? Parce que Assini ressemble un peu à Saint-Tropez. Voilà, le cadre de Saint-Tropez ressemble aussi à Assini, mais Assini est encore plus beau que Saint-Tropez. Et le monde de luxe dans lequel j'ai grandi, que je connais, Assini ressemblait plutôt à ce que je voulais faire. C'est-à-dire que pour moi, après une étude avec mes amis, nous pensions, nous sommes sûrs et certains que Assini et Assouindé peut créer de l'emploi, 2 millions d'emplois. Je pèse mes mots. Quand je dis 2 millions d'emplois, je pèse mes mots, je prends quiconque de me défier là-dessus. Parce qu'un aéroport privé à Assini, je fais une parenthèse, hein, parce qu'à Cannes, vous avez l'aéroport de Nice, qui est l'aéroport international. Voilà. Donc, voilà, à Assini. Donc, un aéroport privé à Assini va développer Assini, donc va créer de l'emploi. Et donc, le monde qui a déjà à Assini, la belle vue que Assini a, c'est un endroit très paradisiaque, hein, Assini, hein, très paradisiaque, un peu négligé. Certains secteurs sont négligés, on ne va pas critiquer tout, c'est des critiques positives qu'on envoie. Donc, il y a des endroits à Assini qui doivent se développer, en particulier la population d'Assini. Il y a une population quand même qui est un peu désemparée, une jeunesse là-bas qui a besoin qu'elle soit développée, et cette jeunesse-là, elle est laissée pour compte, puisque je suis en contact direct avec eux, et à chaque fois qu'on le côtoie, ils se disent, ah, le tourisme, quand il y avait Valtour, le tourisme, il y avait du monde, etc., etc. Et donc, avec mes amis en Europe, et à Londres, au Canada, aux États-Unis, on a décidé de développer Assini parce que ça nous correspondait plus, et c'était un challenge, hein, c'est un challenge pour nous de développer cet endroit-là, parce que nous sommes sûrs et certains qu'en développant et en faisant une politique de tourisme, une vraie politique de tourisme sur Assini et Assouindé, disons sur le sud Comoé, tout ça, ça va créer beaucoup d'emplois, et ça sera plus que le café et le cacao. Et je défie quiconque de me dire le contraire dans ce domaine-là. La conciergerie de luxe est-elle rentable pour un pays comme la Côte d'Ivoire? Oui, quand vous voyez certains Ivoiriens qui ont le bac +3, +4 qui font des cabines, sachant que la conciergerie de luxe fait venir les investisseurs. Le tourisme est automatiquement un investisseur. C'est le tourisme qui fait venir les investisseurs. Donc la conciergerie, ça fait travailler déjà les locations de voitures, les sociétés de sécurité, l'hôtellerie, restauration de luxe, tous les services dont le client a besoin, c'est-à-dire que lui donner tout le divertissement qu'ils ont besoin. Donc ça crée de l'emploi automatiquement, ça crée de l'emploi, ça fait travailler tout le monde. Ça fait travailler tout le monde et ça donne une image du pays. Parce que la conciergerie de luxe, qui rejoint le tourisme, c'est comme une colonne vertébrale. Donc ça donne une image, ça donne une belle image du pays et une belle fenêtre du pays, et en même temps, ça crée de l'emploi. Quels sont les secteurs d'activité où la conciergerie de luxe va donner une propulsion à la jeunesse ivoirienne? C'est un domaine où il y aura beaucoup d'investisseurs. Et les investisseurs n'ont pas besoin d'être amadoués, parce qu'ils seront déjà dans l'action. Donc, encore une fois, la conciergerie de luxe crée de l'emploi. La conciergerie de luxe fait venir les investisseurs, parce que les investisseurs, on en a besoin. Pourquoi à Saint-Tropez, à Monaco et Cannes, on a des investisseurs? Parce que la conciergerie de luxe fonctionne. Et les hommes fortunés, les femmes fortunées dans le monde des affaires veulent être bien servis. Donc, oui, la conciergerie de luxe est créateur d'emplois. La conciergerie de luxe fait venir les investisseurs. Alors concrètement, quel peut être l'apport de cette conciergerie de luxe dans le développement du tourisme en Côte d'Ivoire, dans la renaissance du tourisme ivoirien? Concrètement, c'est comment, je ne sais pas comment expliquer, parce que c'est la conciergerie de luxe est déjà développée en Afrique, sauf qu'elle est un peu anarchique et informelle. Quand vous arrivez dans presque tous les pays africains, ou vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous avez des jeunes qui sont à l'aéroport.
à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny qui essaie de donner des services. Moi, je me souviens quand on était petit, quand on avait 12, 13, 14 ans, quand on venait, aujourd'hui c'est différent. Quand on arrivait à l'aéroport, vous avez beaucoup de gens qui vous sollicitent et qui essaient de vous orienter sur certains endroits. Mais ceux-là ont des activités informelles. Donc, ils peuvent créer leur entreprise et donc ça sera légalisé automatiquement. Donc, ils vont signer des contrats avec ces clients-là. Et ces clients qui seront bien reçus vont les recommander. Donc, quand ils vont retourner chez eux, ils vont dire « Ah, ben, ce jeune qui était dans l'informel va créer son entreprise automatiquement et son entreprise va faire une pub. Et quand il va rentrer, ben, il va le recommander. Et aujourd'hui, avec le système de Internet et les réseaux sociaux, je pense que ça va donner une propulsion. Ça, en tout cas, ça va... Et en termes de chiffres, si l'on veut quantifier ben, en termes de chiffres, la conciergerie de luxe, je prends un exemple. S'il y a un client, vous avez un client fortuné, un homme d'affaires, qui arrive en Côte d'Ivoire, il va demander un chauffeur, une voiture. Il va demander son appartement, il va demander où l'hôtel, il va vouloir manger, il va vouloir un cuisinier privé, il va vouloir un garde du corps et il va vouloir aussi qu'on lui recommande où partir, où sortir. Tout ça est chiffré. La location de voiture, c'est chiffré. L'agent de sécurité qui va protéger le client, tout ça, c'est chiffré. Les sorties du client sont chiffrées et le client va vouloir faire les affaires. Donc, automatiquement, il va demander à la conciergerie de luxe quelles sont les affaires qu'on va faire dans le pays. Donc, automatiquement, on va le suggérer, on va le recommander. Ah, il y a tel truc à faire, tel business à faire. Donc, c'est énormément rentable. Vous prenez Dubaï, c'est carrément la conciergerie de luxe. Combien de milliards selon vous? Ouf, milliards. Non, je vais pas. Beaucoup de milliards, beaucoup de milliards. La conciergerie de luxe, c'est beaucoup de milliards. Je ne peux pas vous donner un chiffre maintenant, sinon je vais mentir, ce qu'on n'a pas fait. Bon, on sait que, je vous donne un exemple, hein, pendant le Festival de Cannes, la conciergerie de luxe, le Festival de Cannes, pendant 15 jours, rapporte 350 millions à la ville de Cannes. 350 millions d'euros à la ville de Cannes. Et la ville de Cannes, c'est tout le monde qui travaille. C'est les voituriers, c'est les gardes du corps, c'est les services de luxe, c'est la restauration surtout. Et la conciergerie de luxe en Côte d'Ivoire va donner ce qu'on appelle, va faire la pub de la gastronomie ivoirienne. Parce que la gastronomie ivoirienne, elle est magnifique, elle est bonne, mais elle est mal représentée. Elle est mal représentée par nous. On n'arrive pas à la représenter très bien. Donc, ça va donner une propulsion au niveau de la gastronomie. Alors, excusez-moi, vous dites que votre secteur est rentable? Très rentable. Okay. Très rentable parce que... À votre niveau, concrètement, où est-ce que vous en êtes? À mon niveau, concrètement, après 30 ans d'absence, je vais pas fâcher beaucoup de gens. Donc, je ne vais pas rentrer dans des détails qui seront fâcheux. À mon niveau, j'ai observé. Vu que dès que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, au bout de 6 mois, j'ai repris un hôtel qui était carrément... à la Madon. J'ai remonté cet hôtel. J'ai remonté cet hôtel et... Mais concrètement, au jour d'aujourd'hui, oui. Au jour d'aujourd'hui... J'ai terminé le complexe... Non, ben, à Souindé, comme je vous ai dit, l'hôtel que j'avais à Souindé, j'ai eu une mésaventure. Et cette mésaventure, c'est que je suis tombé sur des gens pas sérieux, qui ont plutôt essayé de faire autre chose que ce que je voulais faire. Et donc, oui, j'ai relevé l'hôtel. Il faut relever un hôtel, hein. Il faut relever un hôtel qui a carrément coulé. J'ai investi là-dedans, j'ai relevé l'hôtel. Les partenaires que je ne connaissais pas, qui n'étaient pas sérieux, ce qui fait que, bon, ben, j'ai perdu l'hôtel, parce que, bon, les associés, les partenaires que j'avais, que j'ai connus, sans connaître très bien la Côte d'Ivoire, après 30 ans d'absence, n'ont pas été sérieux, ont vu un autre côté un peu, comme je dis, je ne vais pas fâcher tout le monde, je vais être un peu plus modéré. Merci. Donc, voilà. Merci. Alors, M. Sékou Mulder, il y a très peu de temps, le ministre ivoirien du Tourisme, M. Sendou Fofana, annonçait le printemps du tourisme en Côte d'Ivoire. Qu'en pensez-vous? Je vais pas être trop gentil, hein, parce que le printemps du tourisme ivoirien, c'est ce que vous avez dit? Tout à fait. Pour faire le printemps du tourisme ivoirien, il faut être vraiment entouré des professionnels du tourisme, donc des professionnels de partout. Donc il faut que le tourisme crée de l'emploi.
Il faut que le tourisme crée de l'emploi. Donc si on a entouré des vrais professionnels du tourisme, oui, le printemps du tourisme ivoirien va fonctionner. Il va vraiment donner un bon coup si le ministre est bien entouré, si le ministre a des conseillers qui s'entourent des vrais professionnels du tourisme. Monsieur Sekou Mulder, la culture comme levier du tourisme ivoirien, ça vous dit? Ah, la culture. Ouais. La culture aussi créateur d'emplois, c'est économiquement, c'est une manne financière importante. Voilà, la culture, c'est une manne financière importante. Elle est bien représentée. Elle est bien représentée, mais elle n'est pas représentée par des professionnels de la culture. Et comme je dis toujours, ceux qui sont dans le domaine de la culture manquent peut-être aussi de professionnalisme et puis aussi de s'entourer de ceux qui vont leur permettre de développer encore plus la culture. Voilà. Alors, chaque année, le président de l'Assemblée nationale, son Excellence M. Guillaume Kibafori Soro, organise dans sa région un festival culturel dénommé Tchologo Festival. Alors pour vous, une telle action peut-elle contribuer à asseoir les bases d'un vrai tourisme culturel? Oui, parce que c'est la tradition, c'est découvrir aussi la culture africaine, la culture ivoirienne, les traditions, les repas, la gastronomie du Nord, voilà, Ferké, qui a besoin de ce développement-là. Et à côté de Ferké, vous avez Kong, qui a une mosquée qui date du 5e siècle. Vous vous imaginez une mosquée du 5e siècle, s'il y a une vraie politique de tourisme développée là-dessus, vous voyez que la population de Kong n'a pas besoin de... Voilà, il va avoir une création d'emplois. Voilà, à défaut de créer une usine qui va peut-être polluer encore l'environnement de Kong, une mosquée du 5e siècle à Kong, vous avez du monde qui vient avec ce festival. Maintenant, le festival de Tchologo, oui, je suis allé une fois, excellentissime, magnifique, mais au niveau de la pub, la pub n'est pas assez, il n'y a pas une propulsion sur la pub, parce qu'il faut faire venir, il faut faire participer toute l'Afrique, il faut faire participer aussi l'international, il faut que l'international sache ce que c'est le Tchologo. Et le Tchologo va faire en sorte que, il ne faudrait pas qu'il soit autosatisfaisant, mais voilà, il faut que le Tchologo puisse créer de l'emploi, comme toujours, faire venir les investisseurs et puis rencontrer la population du Ferké, la population du Nord. Pour paraphraser le président de l'Assemblée nationale, les 15 pays les plus développés au monde se sont basés sur leur culture. La Côte d'Ivoire ne peut-elle pas s'en inspirer, selon vous, M. Mulder? Oui. Ouais, il faut qu'elle s'inspire, ouais, mais je pense que faudrait une vraie politique là-dessus. Il faut vraiment s'entourer des vrais acteurs dans ce domaine-là et des vrais professionnels et puis donner la parole à ceux qui connaissent ce métier-là et avec de la bonne volonté, je pense qu'on va arriver à quelque chose de positif là-dessus. Voilà. Alors selon vous, finalement, quelle serait votre solution pour redorer le blason du tourisme made in Côte d'Ivoire? Il faut déjà faire une très belle pub là-dessus. Il faut faire une très belle pub et il ne faudrait pas que la pub soit faite à partir d'ici. Il faudrait que la pub soit faite à partir de certains pays qui sont eux les professionnels du tourisme. Voilà, il faut rencontrer les professionnels du tourisme au Brésil, il faut rencontrer les professionnels du tourisme en Espagne, il faut rencontrer les professionnels du Brésil, du tourisme dans différents pays où le tourisme là-bas est développé et je pense qu'on va arriver à faire quelque chose de positif si vraiment on y met une vraie politique de tourisme là-dessus. Une vraie volonté politique selon notre invité du jour, M. Sekou Mulder, professionnel du tourisme et particulièrement dans le domaine de la conciergerie de luxe. Téléspectateurs, c'est ici que prend fin notre émission de ce jour. Merci, M. Sekou Mulder. Merci de m'avoir invité, c'est gentil. J'espère que j'ai été convaincant, crédible. Et je ne voulais pas fâcher les gens. Voilà. Merci beaucoup et que Dieu nous bénisse et vive la réconciliation, la paix, le pardon. Téléspectateurs, c'était Droit dans ses bottes. Nous vous disons à très bientôt.